Ce que cette présentation vise fondamentalement à dire, c'est que l'Afrique, historiquement, l'Afrique subsaharienne, a été fondamentale pour la prospérité mondiale des pays avancés, et l'Afrique avait un rôle à jouer. Elle a un rôle de producteur de matières premières. Nous ne laisserons pas l'Afrique subsaharienne s'échapper. Nous faisons tout pour la maintenir là où elle est. Il est donc essentiel de clarifier ce point. Et cela signifie que toutes les structures économiques, toutes les institutions mondiales et l'économie que nous enseignons à tout le monde sont conçues pour maintenir l'Afrique exactement là où il se trouve. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis ou de la Chine maintenant, nous voulons tous la même chose. Nous avons besoin que l'Afrique reste pauvre parce que nous avons besoin de leurs matières premières et on a besoin de cela moins cher. C'est donc ça le message. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien que les Africains ne puissent faire. Bien sûr qu'ils le peuvent, mais ils font face à ce challenge. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si l'Afrique décide de faire les choses différemment, je vous assure que le niveau de vie de tous ceux qui vivent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie va baisser. Et c'est un lourd prix à payer. Je vous assure que l'Occident ne le permettra pas sans leur faire la guerre. C'est donc de cela qu'il s'agit fondamentalement. Ce que je veux vous montrer, c'est comment ces structures fonctionnent. Nous n'avons que 20 minutes, nous ne pouvons donc pas faire grand-chose, mais juste vous donner une petite idée. Et c'est la raison pour laquelle je garde la partie idéologie sur ce tableau. Parce que nous faisons partie de ceux qui produisent et véhiculent ces idéologies dans les universités et les institutions académiques. Nous sommes donc complices de toute cette affaire. Parce que le travail de nombreux universitaires occidentaux consiste à convaincre les Africains qu'ils doivent continuer à faire ce qu'ils font et à leur montrer que c'est de leur faute s'ils sont pauvres et que ce n'est pas de notre faute s'ils le sont. C'est ce que nous faisons dans les institutions académiques et je veux aussi vous montrer cela. Nous avons maintenant assisté à des périodes de croissance rapide en Afrique subsaharienne. L'objectif, c'est de tromper les gens pour qu'ils se disent « Oh, vous savez, nous allons beaucoup mieux maintenant et cela s'est produit récemment. Les étudiants sont venus me voir, me dire que nous avons fait beaucoup mieux maintenant et vous pouvez voir les taux de croissance. Le taux de croissance a augmenté assez fortement. Mais ces derniers temps, les taux de croissance commencent à diminuer à nouveau. Mais si vous observez de plus près, historiquement, ce phénomène est déjà survenu plus tôt. Pourquoi? Parce que dans ces deux périodes, il y a eu l'industrialisation rapide de l'Asie de l'Est et encore avant cela, il y a eu la croissance rapide du Japon, de la Corée et de Taïwan, qui a conduit à l'aspiration des matières premières de l'Afrique. Cela a fait monter les prix, ce qui a ensuite conduit à la croissance rapide des pays d'Afrique subsaharienne, grâce à l'exportation de matières premières qu'ils ont cultivées. Mais une fois que ces pays ont fini leur phase d'industrialisation, la croissance de l'Afrique subsaharienne a une fois de plus baissé. Il y a eu ensuite la vague d'industrialisation de la Chine qui a conduit à l'augmentation de la croissance dans ces pays. Mais maintenant que les taux de croissance de la Chine est en train de baisser, de s'effondrer, comme on nous le montre dans la presse, la croissance s'effondre encore plus vite dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et cela va nous conduire encore une fois au même point de départ, avec des prix de matières premières très bas, de très faibles taux de croissance et encore une fois le même type de pauvreté que nous avions observé auparavant parce qu'au final, l'Afrique subsaharienne est condamnée à ce rôle. Son rôle consiste seulement à approvisionner des matières premières et non pas à manufacturer des produits finis. Des données récentes ont comparé les marchés émergents qui produisent des matières premières aux marchés émergents qui produisent des produits finis manufacturés. Et l'on peut constater désormais avec la faiblesse de l'économie mondiale que ce sont les marchés émergents qui produisent des matières premières qui souffrent le plus et qui sont le plus vulnérables. Et voici comment cela se traduit. Leur devise
sont dévalués. Leur monnaie s'effondre. Beaucoup d'entre eux sont des pays d'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi les pays d'Amérique latine qui sont aussi tombés dans le même piège. Ils pensaient que produire des matières premières allait les sauver, mais ils sont désormais confrontés à de terribles problèmes. Je suis désolée de le dire, mais cela ne va que s'empirer dans les 2 prochaines années. Ça n'ira pas mieux. Il faut regarder la ligne bleue comparée à la ligne rouge. La ligne bleue va fortement baisser au cours des 2 prochaines années. And what we know is that blue line is really going to go down sharply in the next 2 years. Okay, so donc par rapport au reste du monde, l'Afrique va encore souffrir. Pourquoi? Parce que l'Afrique est condamnée à la production de matières premières. C'est essentiellement pour cela. Comment l'Afrique subsaharienne est condamnée à cela? La première raison, et la plus importante, repose sur les structures économiques. Après la fin de la colonisation, nous avions besoin de nouvelles structures pour garder ces pays là où ils se trouvaient. Et l'un des éléments clés, c'était de leur offrir de l'aide. Nous leur donnons des aides. Des aides pourquoi? L'idée, c'est de leur donner une aide afin qu'ils gardent des régimes répressifs au pouvoir. C'est tout. Nous ne leur donnons de l'aide que pour cela, pas pour plus. Un peu plus pour s'assurer qu'il y ait des infrastructures pour acheminer les matières premières jusqu'au port. Et pour s'assurer que les matières premières sortent de terre. Mais en général, nous donnons de l'argent, le pouvoir, les armes, pour nous assurer de faire fonctionner ce système. C'est de cela qu'il s'agit fondamentalement. Toute l'hypocrisie sur la transparence et la démocratie et toutes les autres, c'est du n'importe quoi, vous savez. Au moins, les Chinois ne s'engagent pas dans toutes ces... Ils disent qu'ils s'en foutent de l'environnement politique. Nous ne faisons que donner de l'argent et c'est principalement pour les matières premières. Le deuxième élément, la deuxième stratégie clé, c'est la dette. Je disais à certains de mes étudiants aujourd'hui, était-ce aujourd'hui ou hier, je leur parlais du livre « Les aveux d'un tueur à gages économique ». Avez-vous déjà entendu parler de ce livre? Un livre écrit par John Perkins qui a travaillé pour une très nébuleuse banque opaque dont personne n'avait jamais entendu parler. Cette banque a été créée dans les années 1950 par le FMI, la CIA et le département d'État américain. Et cette banque n'avait qu'un seul but, celui de prêter aux pays en développement qui produisaient des matières premières afin de les endetter. Une fois que vous m'êtes redevable, je vous contrôle. Cette banque avait 4000 employés, mais personne n'a jamais entendu parler de cette banque. Vous voyez? Mais ils allaient de pays en pays offrant des prêts. Et si le président n'acceptait pas le prêt, il serait tué. Dans son livre, il donne 2 exemples de présidents qui ont été tués parce qu'ils n'avaient pas accepté le prêt. Vous voyez, le prêt est également très important pour piéger le pays. Il est très important qu'il fasse partie de ce processus. J'enseigne au Suriname. Et au Suriname, ces derniers temps, les devises étrangères étaient très importantes. Les réserves étaient si grandes qu'ils n'avaient pas besoin d'emprunter de l'argent. Et puis, l'un de mes étudiants, qui était très haut placé au sein du gouvernement, m'a confié « Vous savez pourquoi le FMI essaie de nous convaincre d'emprunter de l'argent aux étrangers ?» J'ai pensé « Vous savez, désolé pour tout ça, mais ça c'est le jeu. » Et finalement, le Suriname a emprunté cet argent parce que le FMI a dit que si les étrangers vous prêtent, alors tout le monde pensera que le Suriname est un pays si fort économiquement et que les étrangers s'intéressent à vous en vous prêtant de l'argent. Avant que Lula n'arrive au pouvoir, vous savez, l'ancien président du Brésil, Cardoso, son prédécesseur a contracté un gigantesque prêt international. Aucune nécessité de contracter le prêt. Pourquoi? Parce qu'une fois que je vous aurai attrapé dans les filets de la dette, je te tiens pour toujours. Tu es mon prisonnier.
Donc c'est énorme, la toile d'araignée qui a piégé l'Afrique subsaharienne et les maintient. Donc c'est d'abord l'aide, ensuite la dette. Nous avons une troisième structure qui, là encore, n'est pas connue de beaucoup de personnes. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place et qui continue à ce jour sans que personne n'en parle et ne dise quoi que ce soit. C'est l'achat monopolistique structuré. Cela concerne l'achat de toutes les matières premières et les biens agricoles produits dans les pays en développement. Il n'y a que 4 ou 5 multinationales occidentales qui achètent tous ces biens. Et ils se mettent d'accord entre eux. Donc si vous prenez n'importe quel produit important, ces multinationales occidentales s'entendent entre elles. Même si nous allons jusqu'à la production de bananes, il y a seulement 4 ou 5 multinationales qui s'associent afin de s'assurer que le contrôle est total. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils forcent tous les producteurs à produire la même variété de bananes. Une banane uniforme. Vous savez la merde que vous achetez en Occident et qui n'a pas de goût. Vous vous rendez dans n'importe quel pays en développement, vous savez quel goût a une banane, n'est-ce pas? Il y en a tellement qu'il y a beaucoup de variétés, mais nous n'en commercialisons qu'un ou deux types. Donc nous avons le contrôle. Vous voyez, si vous ne produisez pas cela au prix que je souhaite, alors j'achèterai dans les pays voisins. Vous voyez donc comment nous prenons contrôle. Pour que ces acheteurs imposent ce contrôle, c'est comme ça qu'ils les gardent, en faisant baisser les prix de plus en plus bas. C'est le jeu, personne ne dit rien à ce sujet. Il n'y a pas de commission d'enquête pour dire que c'est illégal ce que vous faites. L'OMC n'a rien à dire à ce sujet. Mais désolé de vous dire que si le prix de la banane est multiplié par 10, surtout pour les personnes comme moi qui aiment les bananes, je protesterai. J'aime ma qualité de vie et mon niveau de vie. Et c'est pareil pour toutes les autres matières premières que vous voyez. Nous en profitons tous. Nous sommes complices de cela parce que nous allons protester et crier si notre situation venait à changer. Mais que font ces institutions? Que fait le FMI? Qu'est-ce que réellement l'ajustement structurel? Il s'agit de s'assurer que ces pays continuent à produire ce que nous voulons pour produire ce que nous voulons. Nous veillons à ce qu'ils aient un solde récurrent envers nous et qu'ils aient des problèmes de paiement. Vous remarquerez que ces pays ne sortent jamais des problèmes de balance, des paiements. Vous remarquerez que les pays qui n'ont jamais pris le soutien du FMI n'ont jamais de problème de déséquilibre et n'ont jamais de problème de balance. Par contre, les pays qui continuent d'obtenir des conseils et le soutien du FMI ont toujours des problèmes de balance et de paiement. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que nous les gardons étranglés et prisonniers. Et c'est ce que nous avons fait avec le FMI et la Banque mondiale. Et ils ont également fait quelque chose de très important. Ils ont détruit l'autosuffisance alimentaire de ces pays. C'est la colonisation qui a bien commencé cela, mais l'une des choses les plus importantes, c'est que nous avons détruit l'indépendance alimentaire. La colonisation a commencé cela et la Banque mondiale a poursuivi. Ils ont obligé la plupart des pays à éliminer toutes les subventions et aides alimentaires. Parce que lorsque vous ne produisez pas votre nourriture, j'augmente mon contrôle sur vous. Comment nous le savons? Comme nous le savons, il s'est passé quelque chose de très drôle il y a quelques années. Mais ce n'est pas si drôle que ça en fait. Il s'agit de la famine d'un grand nombre de personnes au Malawi. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent parce que c'était vraiment tragique. Mais le ministre des Finances malawien, qui était alors terriblement menacé à l'époque, a soudainement rompu le silence et a dit « Vous savez bien pourquoi nous avons cette famine. Parce que l'une des conditions du prêt accordé par la Banque mondiale a détruit tous nos stocks excédentaires de céréales. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, nous vous voulons dépendants. » Dans les années 1970, le Sénat américain, le Congrès américain a déclaré que nous ne permettrons pas à l'Amérique latine de produire sa propre nourriture. Nous lancerons une stratégie impliquant le FMI et la Banque mondiale pour détruire l'autosuffisance alimentaire de l'Amérique latine. Alors ils seront effectivement notre véritable bas-secours. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Regardez tous les pays d'Amérique latine. Si vous observez de près, ils étaient autrefois autosuffisants
sur le plan alimentaire, mais ils ne le sont plus aujourd'hui. Personne ne vous a jamais dit que l'aide était conçue pour réellement lancer le processus de corruption. Dans un premier temps. Mais nous avons besoin de la corruption pour nous assurer que vous faites toutes ces choses. Mais désormais, nous blâmons les victimes. Vous êtes pauvres parce que c'est essentiellement de votre faute. Et vous êtes pauvres, stupides et corrompus. C'est fondamentalement le message que nous faisons passer aux gens. Nous avons également de nombreuses justifications, mais je vais dire quelque chose d'assez controversé pour terminer. Il y a également les approches plus éclairées, qui sont potentiellement aussi destructeurs pour le développement de l'Afrique subsaharienne, et c'est là que je reviens au FMI dans la Banque mondiale, que vous voyez maintenant. Ils sont tous dans la lutte contre la pauvreté, ils veulent que vous vous concentriez sur la redistribution des revenus, et c'est une bonne cause. Vous êtes jeune, vous êtes socialement conscient, vous n'aimez pas l'injustice, alors vous gravitez vers ce que nous appelons des stratégies en faveur des pauvres. Mais en réalité, je suis désolée de vous dire cela, c'est pas ce dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin d'une industrialisation agressive. Lorsque la Chine était un pays communiste et qu'il y avait la répartition égale, qui craignait la Chine? Qui les prenait au sérieux? Ils n'avaient même pas la taille des Pays-Bas. Mais aujourd'hui, je ne peux pas offrir un site internet ou un magazine sans voir la Chine, la Chine, la Chine. Et nous savons, ce qui a construit la Chine, ce n'est pas le socialisme ou le communisme. C'est le capitalisme, les gars. C'est la fabrication, c'est la production, c'est ce qui crée des emplois. Ce n'est pas pro-capitaliste, mais c'est la réalité. Je ne suis pas pro-capitaliste, mais c'est la réalité. Malheureusement, nous allons maintenant au tribunal nous faire rattraper avec le bon flic et le mauvais flic. Le FMI nous dira « Oh, vous devez vous concentrer sur la réduction de la pauvreté et la redistribution des revenus, tant que nous pouvons vous emmener loin de l'industrialisation, parce que c'est la chose cruciale, vous savez. » J'en resterai là et je suis désolée d'avoir pris autant de temps.